Allez, on peut y aller. Je vois que vous attendez avec impatience. On part sur 30 minutes de présentation avec Pierre-Antoine Failly de la société Varonis. Pierre-Antoine, tu es architecte en sécurité. Écoute, je te laisse la parole pour ta démo de 30 minutes. C'est sympa, merci. Bonjour à tous, merci d'être présents aujourd'hui. Donc, comme vient de vous le dire, Moustapha, ça, hein. Pierre-Antoine Failly, donc société Varonis, je fais partie de l'équipe de réponse à incident. Simplement, dès lors qu'un client a une alerte de sécurité, on intervient en mode pompier pour identifier le problème et aider à la résolution du problème. Aujourd'hui, on n'a pas beaucoup de temps, donc on n'a pas fait une attaque compliquée. Le but principal, c'était de vous montrer dans un vrai scénario dans un environnement réel. Donc un scénario très simple. Le but principal, c'est de se dire que tous les outils qu'on va utiliser sont accessibles soit sur la machine, une machine de votre réseau, de manière générale, soit open source, donc récupérable assez facilement avec des tutoriels qui sont déjà faits pour tout le monde, pour montrer la facilité, d'une certaine manière, à mener ce type d'attaque. Dans les très grandes lignes, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, ce que fait Varonis, on monitore toutes les données non structurées sur vos réseaux qui sont situées dans ces dépôts de fichiers ici, à gauche. On extrait des métadatas sur tous ces dépôts de fichiers, comme les utilisateurs, les groupes, les droits associés aux accès à ces différentes ressources. On peut classifier le contenu de chaque fichier pour savoir si c'est de la donnée sensible, comme de la donnée qu'on doit présenter comme de la conformité à la RGPD, par exemple. On va extraire la télémétrie, la volumétrie des actions qui sont faites, surtout pour la partie périphérie, donc VPN, proxy et serveur DNS, mais également sur la partie service d'annuaire, donc l'identité, le management de l'identité de manière plus haut niveau. On va également avoir tout l'accès et l'audit d'activité sur chacun de ces ressources, sur chacune de ces ressources, pardon, ce qui va nous permettre d'avoir cette traçabilité, de savoir qui fait quoi à quel moment. Et tout ça, ça nous permet de couvrir 3 cas d'utilisation standard, on va dire, qui est la protection des données, faire en sorte que les données soient vraiment protégées et qu'on soit sur le privilège le paradigme du moindre privilège, qu'on puisse répondre aux problématiques de réglementation pour la conformité des données, et surtout, le plus important aujourd'hui, c'est de pouvoir identifier et détecter des menaces sur vos réseaux internes. Donc le scénario d'attaque, il est encore une fois très simple. Le but principal, c'est d'utiliser les fonctionnalités de Kerberos pour aller récupérer des tickets de service avec des niveaux de chiffrement qui sera faibles. Une fois qu'on aura récupéré ces tickets Kerberos, on va lister pour les utilisateurs pour lesquels on a récupéré ces tickets Kerberos, on va récupérer qui sont les utilisateurs à privilège sur votre réseau. On va faire la corrélation entre les deux, voir si un des utilisateurs pour lesquels on a récupéré le ticket Kerberos fait partie des administrateurs du domaine ou non, par exemple, ou dans les groupes sous-jacents. Ce ticket de service-là, on va simplement énumérer par l'exhaustivité toutes les possibilités en termes de secret. Donc ça va être un dictionnaire avec des mutations sur les premiers caractères, par exemple, ou la fin de la data, en mettant par exemple des caractères spéciaux ou des nombres, parce que la plupart du temps, les mots de passe finissent par des nombres. Une fois qu'on aura compromis ce ticket-là, parce qu'on va réussir à déchiffrer le ticket, on va aller explorer les filers pour récupérer des données sensibles qui seront situées dans le dossier finance. Et dans ce dossier finance-là, une fois qu'on aura récupéré ces fichiers, on va les copier sur disque, les compresser et chiffrer l'archive pour que ça puisse contourner certains mécanismes de DLP. La méthode d'exfiltration la plus basique qu'on ait trouvée aujourd'hui, pour faire simple, ça va être de se connecter au travers du proxy sur une application mail comme Google et pouvoir faire un drag and drop par exemple de cette archive-là dans Google. Ça va, j'imagine, pour le scénario, c'est plutôt simple. Et bien, c'est parti. Donc, comme je vous disais, là, le profil de la personne que je suis aujourd'hui, ici, c'est un ingénieur, quelqu'un technique, qui n'a pas forcément les capacités techniques qu'aurait un expert en sécurité, mais simplement quelqu'un qui a une logique spécifique et qui sait résoudre des problèmes ou qui a juste la capacité de regarder de l'information sur Internet et suivre un tutoriel. Dans notre cas ici, ce que j'ai fait, parce que c'était quand même un peu compliqué de pouvoir taper toutes les lignes de commande à la main, l'attaque s'appelle Kerberos. Donc Kerberos, c'est pour casser des tickets de service Kerberos. J'ai simplement tout scripté à la main et dans un script PowerShell, et je vais pouvoir le lancer et m'amuser à
normalement, voilà. Première chose qu'on a dit tout à l'heure, SPN, donc pour Service Principal Name, c'est simplement un attribut Active Directory qui sont sur vos objets Active Directory qui permet à Kerberos de se dire ok, ce compte-là, je peux l'utiliser comme étant un service Kerberos pour délivrer des tickets de service pour ce service en question. Donc ce qu'on va faire au travers de requêtes LDAP et surtout au travers du binaire qui est embarqué sur tous vos OS, qui s'appelle setSPN, on va aller récupérer tous ces objets Active Directory qui ont un attribut SPN de positionner. Un SPN, finalement, on va le voir, ça ressemble à ça. C'est le nom du service ou le nom d'utilisateur / le service en question. Et si on a des domaines ensuite sous-jacents, si on avait par exemple du trust entre plusieurs domaines, on aurait des arrobas avec les noms de domaines. Donc là, finalement, dans mon lab, ce sont tous les tickets, tous les objets Active Directory qui ont un SPN et c'est la valeur de chaque SPN. Le but ici, c'est d'identifier les utilisateurs parce que ici, imaginons qu'on a un compte de machine, host par exemple, qui fait du service PulseSecure. Le problème, si on essaie de casser ce ticket-là, par défaut, le mot de passe qui est utilisé pour chiffrer ce ticket de service, il est renouvelé par Microsoft par défaut tous les 30 jours, enfin tous les mois. Donc du coup, la capacité d'utiliser ce mot de passe-là serait finalement, déjà le mot de passe est géré aléatoirement, donc pour pouvoir le casser, il va falloir avoir de la puissance de calcul, et finalement il serait valide que 30 jours. Donc ce n'est pas les comptes machines qu'on va aller cibler ici, mais plutôt les comptes utilisateurs. En l'occurrence ici, on voit, on en a 5. Une fois qu'on a ces comptes utilisateurs-là, leur mot de passe la plupart du temps sur des comptes de service ne change pas forcément, donc du coup on sait qu'on aura un accès un peu pérenne au système d'information. Ce qu'on va faire maintenant, c'est comme chaque utilisateur du réseau qui va aller demander un accès à un service spécifique, on va aller récupérer ces tickets en session, en mémoire, pour qu'on puisse les utiliser ensuite. Pareil, on fait ça avec 7 SPN dans un premier temps, et une fois qu'on a fait 7 SPN, je n'ai rien récupéré. Avec notre 7 SPN, on est censé avoir des tickets en mémoire. Bon, ce n'est pas le cas ici. Je vais vous le remontrer avec un autre lab. Hop. Donc on recommence, on récupère les tickets, voilà, là on a les tickets en mémoire, on les récupère dans un premier temps, ils sont stockés en mémoire et avec notre scrapper de mémoire, on va s'injecter dans LSASS, entre autres, pour aller récupérer chaque ticket Kerberos de service, donc TGS, pour les dumper sur disque. La raison pour laquelle on fait ça, c'est qu'une fois qu'on les a sur disque, on pourrait regarder le contenu du ticket c'est chiffré, donc on ne va pas avoir grand chose, mis à part 2-3 valeurs comme des timestamps. Mais l'intérêt ici, c'est de se dire, maintenant le ticket, je l'ai, je peux le mettre sur une clé USB ou quelque chose comme ça, sortir du réseau, aller chez moi et aller essayer, énumérer toutes les possibilités pour déchiffrer ce ticket de service. Vous allez me dire, oui, mais aujourd'hui, les algos de chiffrement AES, par exemple, c'est assez robuste et on ne va pas être en capacité de pouvoir le déchiffrer. Oui, c'est vrai, sauf que Microsoft, par souci de rétrocompatibilité sur toutes ces versions, sur tous ces OS, permet le chiffrement par défaut en RC4. RC4, c'est une suite de chiffrement qui est juste dépréciée et qui ne garantit plus la sécurité de l'information dès lors qu'elle est chiffrée. Donc, notre brute force sera beaucoup plus facile et réalisable sur ce type de chiffrement. Donc, tous les tickets qu'on voit ici sont des tickets de service Kerberos qui sont chiffrés avec du RC4. Parfait. Maintenant, c'est bien, on a ces tickets de service, mais à quoi ça va nous servir ? On va énumérer tous les utilisateurs du réseau qui ont des privilèges élevés sur le réseau, parce que c'est le but principal. Le but principal, c'est d'usurper un utilisateur qui pourra nous donner la capacité d'accéder à des données financières. On regarde par exemple ici les domaines admin, et on a 3 utilisateurs, Backup Service, IT Admin et Proxy U. Bon, pourquoi pas. Backup Service, ça me rappelle quelque chose, on avait un compte de service justement, qui est accessible au travers de Kerberos parce qu'il avait un SPN positionné dans ses attributs Active Directory, et qui était, par exemple, on le voit ici, dont on a récupéré le ticket de service. Donc ce ticket de service-là est chiffré avec le mot de passe du compte de service Backup Service par le contrôleur de domaine en RC4. Donc si on essaye de déchiffrer le fichier-là et qu'on y arrive, on aura trouvé le mot de passe associé à l'utilisateur Backup Service. Parfait. La commande derrière, c'est juste net.
Donc pareil, hein, c'est directement accessible sur chaque ordinateur. Ici, on va utiliser John the Ripper. C'est un outil open source qui est assez connu pour faire du calcul et pour pouvoir essayer d'énumérer tous les caractères possibles et imaginables pour retrouver un condensat chiffré. On récupère Backup Service, on le donne à manger à notre outil John the Ripper qui est open source. Hein. Là, on est sur notre machine, mais comme je vous ai dit, étant donné qu'on a le ticket, on aurait pu le récupérer sur une clé USB, l'amener à la maison et pouvoir le déchiffrer à la maison. On voit que John the Ripper a directement reconnu le type de fichier, c'est son but hein, de pouvoir comprendre n'importe quel type de fichier qu'on lui donne, et que le E-type positionné sur le ticket de service, qui est l'algorithme de chiffrement du ticket de service, est 23, donc du RC4 HMAC MD5. Parfait. On laisse tourner. Je suis dans une VM Azure, donc ça va pas très vite. Je vais donner simplement en dictionnaire la liste RockU qui est utilisée par tous les pentesters normalement, par défaut, avec quelques règles de mutation sur ces entrées-là. Et on voit qu'en à peine 30 secondes, on a retrouvé le mot de passe qui est ce mot de passe-là. Donc on a déchiffré le ticket de Kerberos de service, de backup service, avec ce secret ici. Donc password 1. Ça peut paraître simpliste, mais je peux vous assurer que ce type de mot de passe déjà contourne, passe la politique de complexité des mots de passe qui sont imposés sur la plupart des réseaux d'entreprise, puisqu'il y a 9 caractères avec un chiffre et un caractère spécial. Et donc du coup, là, on a un compte qui est admin du domaine. Et en plus, donc, le mot de passe est assez simple. On a réussi notre première étape, à savoir compromettre un utilisateur du réseau. Super. Maintenant, le but principal, c'est d'exfiltrer de l'information financière. Parce que derrière, la valeur marchande de ce type d'information, que ce soit pour la compétition ou sur des marchés qui achètent ce type d'informations, comme le black market, ça a de la valeur. J'ai développé un autre script qui s'appelle FileCrawler qui permet simplement de faire un gros CTRL F sur tous les fichiers qui sont sur un filer et ici dans le dossier de finance pour aller matcher certains keywords que je vais pouvoir lui proposer. Donc je m'authentifie avec bien sûr le compte que je viens de compromettre, avec le mot de passe que je viens de compromettre également, enfin que je viens de retrouver. Si je mets le bon mot de passe, bien sûr. Et là, mon script va énumérer tous les fichiers du filer avec... Qu'est-ce qu'il me fait? Je sais pas ce qu'il fait. On refait une dernière fois. Bon, l'effet démo est bien quelque chose qui marche, qui existe d'ailleurs. Merci beaucoup. Effectivement, ça marche beaucoup mieux. Merci, messieurs. Et on va lui proposer des keywords spécifiques, donc par exemple secret ou confidentiel. Donc vraiment des termes à aller rechercher au sein de chaque fichier. Donc confidentiel, on sait que si ces keywords matchent dans les fichiers, ça va être de l'information qui peut être intéressante à récupérer. Donc encore une fois, un énorme CTRL F simplement sur tous nos répertoires. Ça processe quelques fichiers. On voit, il y a des noms qui sont intéressants, on va voir si ça match ou pas. Voilà, alors le résultat de notre recherche finalement, c'est 11 fichiers, dont certains qui contiennent le mot-clé secret, par exemple les rapports de finances, bon, les plans de 2020 pour les clients ou la liste de tous les clients de
de la société en elle-même, bon pourquoi pas, ça a l'air des données qui peuvent être intéressantes, qui peuvent avoir de la valeur marchande. Donc du coup, on va les récupérer tous et les compresser. Donc on copie, on compresse avec WinZip, ou là en l'occurrence on avait 7zip sur la machine, donc parfait, des outils de compression qu'on a l'habitude d'avoir dans nos réseaux. Et là les données sont bien temporairement copiées, positionnées sur ma machine, et maintenant la dernière étape, la plus simple, c'est de se connecter sur le proxy, sur mail.google.com par exemple, parce que j'ai une boîte mail, mail.google.com, et de pouvoir exfiltrer l'information. Donc j'allais me connecter ici avec mon nom d'utilisateur, mais en fait, j'ai pas envie de générer une authentification sur le proxy, parce qu'imaginons que les logs de proxy soient vérifiés, potentiellement, j'ai pas envie qu'il y ait mon nom associé à une connexion vers mail.google.com avec une pièce jointe zippée. Donc je vais me connecter avec le compte de service que j'ai compromis tout à l'heure. Au moins c'est un compte de service, il n'y a pas de traçabilité sur finalement qui l'utilise, et au moins je suis tranquille. Donc je mets backup service ce coup-ci. Super, le compte de service a le droit de se connecter à Internet, donc génial. J'ai utilisé mon compte, je suis connecté sur google.com. J'en suis pas à mon premier coup d'essai, on voit que j'en ai fait quelques-uns déjà auparavant. Je vais simplement faire du drag and drop là, avec l'archive, sur mon mail. Ça passe, c'est un point zip, Google est d'accord. On voit que là, mon message est sauvegardé par défaut dans les drafts, donc j'ai même pas besoin de l'envoyer et de générer une trace quelque part, peut-être dans les logs Google de SMTP. Je suis tranquille, je le laisse dans les drafts, et ce soir, quand je rentre chez moi à la maison, j'aurai au moins la capacité d'aller récupérer ces fichiers-là, les déchiffrer et en faire ce dont j'en ai envie, savoir récupérer de l'argent. Donc là, la donnée n'est plus sur le réseau. Les outils de DLP n'ont rien pu voir parce que de toute manière, l'archive est chiffrée, ils n'ont pas déchiffré à la volée, donc du coup, bon, bah, il n'y a pas grand-chose à faire. Donc maintenant, qu'est-ce que Varonis a pu détecter sur ce type de comportement? Quelles traces on a pu laisser, quelle empreinte sur le réseau ou sur les filers on a pu laisser qui pourraient permettre de donner des informations explicites, des signaux faibles, pour pouvoir comprendre la compromission. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on bascule directement dans la machine qui surveille tout le réseau. Donc on surveille avec Varonis les proxys, l'Active Directory, les filers, et on va voir finalement ce qu'on peut faire. Petite présentation, on a deux possibilités d'action au travers de la plateforme Varonis. La première, c'est bien sûr la partie proactive. Donc on a des indicateurs clés sur les risques qui sont sur l'Active Directory, donc statiquement, avec par exemple on voit des utilisateurs qui n'ont pas besoin de se pré-authentifier un petit peu avant, des utilisateurs qui n'auraient pas besoin de mot de passe pour s'authentifier, ce genre de choses. Voilà. Simplement des risques sur lesquels on peut remédier, et pour quelqu'un, pour un RSSI par exemple, pouvoir voir également si on avait un process de remédiation qui était mis en place derrière sur ce KPI spécifiquement, se dire finalement, ah bon, où est-ce qu'on en est sur ces informations. Et là par exemple, cet encart spécifiquement, c'est un compte admin donc, de la société qui a un attribut SPDN positionné. Donc très certainement derrière, c'est le compte backup service. Ok. D'un point de vue maintenant réactif, donc toutes les informations qui se sont passées sur le réseau, qu'est-ce qui s'est concrètement passé? On a un dashboard comme ça avec les alertes dans le temps, combien on a, classé par criticité, donc high, medium, low comme d'habitude, les utilisateurs de mon Active Directory qui m'ont généré le plus d'alertes, les machines depuis lesquelles les alertes ont été déclenchées, et surtout quel type d'alerte, ici à droite. Il y a d'autres indicateurs comme si on avait une partie par exemple VPN ou Office 365 sur lesquels on a des connexions par des IP publics, on aurait des alertes qui seraient ici sur notre map monde. Enfin, chaque alerte est classée comme dans la kill chain analysis. Cette kill chain, finalement, c'est la méthodologie classique qu'aurait un utilisateur malveillant ou un pentester, par exemple, dans ses habitudes. D'abord, la phase de reconnaissance, d'intrusion, d'exploitation, de privilege escalation, de mouvements latéraux, data exfiltration, etc. etc. Ce sont vraiment la catégorisation de chaque alerte pour identifier rapidement sur les alertes qui sont déclenchées où est-ce qu'on en est. Donc là, on pourrait facilement identifier qu'on est plutôt sur des problématiques des mouvements latéraux et d'exfiltration de data, par exemple. Ce qui est le cas dans notre scénario. Maintenant, ce que je vous propose, c'est qu'on regarde chaque alerte et qu'on essaie de comprendre ce qui s'est passé. Vous voyez dans la nomenclature du nom du modèle de menace, on a abnormal.
Dès lors, au sens Varonis du terme, dès lors qu'on a ce mot-clé sur le modèle de menace, c'est qu'on a un comportement qui est divergent par rapport à l'habitude de l'utilisateur. Parce que ce qui se passe derrière, c'est que, étant donné qu'on a l'activité de chaque personne sur le réseau depuis quelle machine et surtout quel type à quelle heure par exemple, on est en capacité d'avoir le profil de cet utilisateur-là, et dès lors qu'il fait quelque chose dont il n'a pas l'habitude, ce qui est le cas ici, on déclenche une alerte. On a également la typologie du compte dans le nom du modèle de menace, parce qu'un comportement d'un compte d'administrateur, par exemple, va être complètement intrinsèquement différent d'un compte de service. Parce que le compte de service, il va toujours faire les mêmes actions depuis la même machine, alors qu'un compte d'administration, lui, il va faire plutôt des actions sur des postes utilisateurs ou sur des serveurs. Il aura l'habitude d'aller se connecter sur plein de machines. Pour analyser nos alertes, ce que je vais vous proposer, c'est qu'on parte plutôt sur la kill chain analysis et remonter finalement nos modèles de menaces. Donc on va commencer par défaut par les mouvements latéraux. Donc on a 2 alertes qui sont catégorisées comme étant des mouvements latéraux. Donc on va regarder ce qu'elles sont. La première, Potential Ticket Harvesting Attack. On va aller regarder ce que ça veut dire et surtout qui sont les acteurs, d'où provient l'alerte, pourquoi. On voit assez rapidement que l'acteur c'est ingénieur, ici. On nous dit ce qu'il a fait, donc il a récupéré 5 tickets de service Kerberos, mais qui ont la particularité d'avoir le ITAP 24 dont on parlait tout à l'heure, à savoir du chiffrement en RC4. Et l'information importante ici, c'est que c'était de manière automatisée, donc en moins d'1 minute, ce qui n'est pas forcément quelque chose qu'on voit tous les jours. On a également la machine depuis laquelle vient l'alerte, mais en plus de ça, comme je vous disais, on sait quel utilisateur utilise quel type de machine pour se connecter sur le réseau pour faire ses activités. Donc par défaut, on va associer la machine, donc ici desktop 1, à l'utilisateur ingénieur. Comme ça, on aura peut-être un modèle de menace qui nous dira attention, il y a un utilisateur qui se connecte sur une machine qui ne lui appartient pas. À côté de ça, on a quelques insights supplémentaires à droite, avec des mots-clés qui sont en vert ou en rouge, qui vous donnent des informations un peu plus spécifiques sur est-ce qu'il y a d'autres choses à investiguer sur cette machine. Par exemple, là on voit sur du rouge que la machine est bien utilisée. La machine est bien utilisée par ingénieur. Dans les 90 derniers jours, on a vu qu'il y avait de l'activité qui venait de cette machine-là, de cet utilisateur-là. En revanche, elle a été impliquée dans 5 autres alertes sur les 7 derniers jours. Bon, il y a peut-être quelque chose qui se passe sur cette machine, ce qui est le cas ici. On a également les temps. Quand est-ce que les événements ont eu lieu. Donc là, à 8h du matin, c'était ce matin dans le train. Donc tout va bien. C'est ses horaires d'habitude pour ingénieur, donc il n'y a pas de problématique spécifique. En revanche, il a accédé à 5 services, mais on n'a pas l'information sur quel type de service. Les tickets de service, ils sont encore une fois, pour des comptes spécifiques. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller à un niveau de granularité un tout petit peu plus bas et regarder quel type de tickets de service ont été récupérés pour quel type d'utilisateur, pour nous savoir finalement s'il y avait un compte de service s'il y avait un compte de service par exemple qui avait un mot de passe qui était un tout petit peu faible, avoir au moins l'information et de se dire ok, maintenant là derrière il va falloir que je puisse par exemple mettre à jour mon mot de passe. Pour ce faire, on n'affiche pas forcément toutes les informations dans toutes les colonnes parce que ça pourrait gâcher la vue et finalement c'est l'info utile qui est la plus importante, mais il y a des colonnes qu'on peut rajouter comme dans tous les logiciels et entre autres ici ça va être la description de l'événement. Et pour la description de l'événement, on voit assez rapidement les comptes les services pour lesquels le ticket a été récupéré. Donc backup service, file system service, etc., etc. Entre autres, le plus important ici, c'est notre backup service. Donc dans l'idée ici, ce n'est pas un comportement normal. Il faudrait se dire, bon, bah alors ces comptes-là, finalement, est-ce que leur mot de passe est complexe? Est-ce qu'on a une politique de renouvellement de mot de passe, par exemple, sur ces comptes spécifiquement? Et à mener l'action adaptée. On pourrait comme ça continuer sur tous les autres modèles de menaces. Il ne reste plus beaucoup de temps, donc je vais me dépêcher. Mais entre autres, une qui est super importante pour moi, enfin même 2 qui sont super importantes, c'est par exemple celui-là. Je vous parlais tout à l'heure justement de l'association d'une machine à un utilisateur. Ici, on a un compte de service qui se connecte pour la première fois sur une machine qui appartient à un utilisateur du réseau. C'est une corrélation qui est assez importante, qui est assez complexe en soi à avoir parce qu'on a la typologie du compte et on a l'association machine-utilisateur. Et c'est un signal faible qui est super intéressant. Parce que de manière générale, toutes les personnes, tous les pentesters par exemple sur un réseau interne, ce qu'ils vont faire, c'est compromettre un compte de service pour gagner de la visibilité sur un réseau et sur des applicatifs spécifiques ou sur des datas spécifiques. Donc ici, savoir que
backup service s'est connecté sur la machine de engineer, c'est pas forcément quelque chose qui est normal. Et en plus de ça, on a l'information supplémentaire qui nous dit, attention, 100% des événements qui ont été générés par ce compte-là depuis cette machine-là, sur cette alerte, n'est pas dans ses heures de travail habituelles. Parce que le compte de service, il est censé de backup faire ça la nuit. Et donc là, vous avez une information supplémentaire disant attention, ce n'est pas un comportement pour lequel on a l'habitude de voir ce compte opérer. Et on pourrait continuer, je vais essayer d'aller au plus vite, on pourrait continuer sur les accès atypiques, bien évidemment, à la donnée. Parce que les données qu'on a vues tout à l'heure, qu'on a récupérées, c'était des données pour lesquelles l'utilisateur n'a pas l'habitude d'interagir avec, puisque Engineer n'a pas la tendance d'aller voir de la donnée financière. Donc dans son profil de comportement, il n'y a pas ces fichiers-là dans les 91 jours depuis qu'on monitore le file server avec Varonis. On n'a pas jamais vu cet utilisateur interagir avec ce type de fichier. Donc du coup, on vous donne une alerte. Et en plus de ça, on avait la classification qui nous dit que les données ici étaient réglementées par la RGPD. Dernière alerte, c'est celle qui correspond à la périmétrie. Un compte de service, on avait dit tout à l'heure qu'on ne voulait pas utiliser notre compte pour pouvoir se connecter sur le proxy parce qu'on ne voulait pas se faire détecter. Et finalement, un compte de service n'a pas, normalement, le comportement d'un compte de service, c'est pas de se connecter à Internet. Donc là, on a l'information comme quoi le compte de service s'est connecté sur mail.google.com pour la première fois depuis qu'on le monitore, ce qui n'est pas quelque chose de classique. Et dernière chose ici, c'est bien évidemment la quantité de données qui a été uploadée par ce compte de service-là. Encore une fois, c'est atypique pour lui, ce n'est pas un comportement qu'on a l'habitude de voir, puisque de toute façon, il ne s'était jamais connecté à Internet. Donc là, on voit qu'il a un comportement atypique sur de l'upload de fichiers, et on verrait assez facilement, étant donné qu'on a la volumétrie, on verrait assez facilement que 17 mégas correspondent aux 11 fichiers qu'on a exfiltrés tout à l'heure. Je suis allé au plus vite. Du coup, est-ce que vous avez des questions? Là, il y a une question tout de suite. Votre détection, c'est en temps réel? C'est du near real time. Alors, toute la partie comportementale, c'est des calculs statistiques qui ne peuvent pas être opérés toutes les minutes ou dès qu'il y a de l'activité, sinon ça ferait beaucoup d'overhead. En revanche, c'est tous les jours. Tous les jours sur la partie comportementale et sur la partie événementielle, donc vraiment purement séquence d'événements spécifiques, c'est dans les dizaines, c'est des instantanés. En une journée, votre ingénieur, il a le temps de faire des dégâts ou pas avec ça? Clairement, ouais. Clairement, c'est la seule capacité qu'on a pour pouvoir avoir ce type de comportements qui sont anormaux finalement sur... Est-ce qu'il y a d'autres questions? Le premier rang est actif. C'est plus attentif. Votre produit s'interface-t-il avec les SIEM? Oui, effectivement. J'en ai pas parlé, effectivement. J'essaie d'aller rapidement sur chaque modèle de menace qu'on peut voir. On a une capacité d'action vraiment sur chacun d'entre eux qui est soit de l'alerting par email, mais pour certains cas d'usage comme des ransomware, c'est un peu trop tard. On a des réponses automatisées avec des scripts PowerShell, mais aussi on a également la capacité d'envoyer un message syslog au format voulu, donc en fonction de votre format. On a des formats prédéfinis, donc CEF par exemple, qui sont préenregistrés dans l'application. En revanche, si vous avez du JSON ou n'importe quoi, vous pouvez créer votre propre template pour envoyer un message syslog par exemple dans un SIEM et avoir votre workflow centralisé sur un SIEM effectivement. Ça permet de faire de la corrélation d'événements en amont sur Varonis et d'envoyer peut-être juste une alerte au SIEM pour la corrélation ensuite avec d'autres équipements qui ne sont pas forcément monitorés par Varonis, effectivement. On peut peut-être prendre encore une question. Du coup, une fois que vous avez détecté qu'il y avait eu une attaque, comment vous faites pour identifier la personne qui a lancé l'attaque? En l'état ici, sur chaque alerte, on a l'acteur. On sait qui a fait l'opération. Donc si on retraçait tout à l'heure le scénario, pour savoir comment Backup Service a été compromis, on en reviendrait au premier modèle de menace qu'on a regardé ici, à savoir ingénieur qui récupère des tickets de service chiffrés en RC4, entre autres pour Backup Service. Donc le lien entre la compromission là de Backup Service et au travers d'ingénieurs, elle est faite grâce à ce modèle de menace ici, qui est, on n'est pas en capacité de savoir ce qui est advenu du ticket de service, puisqu'il est stocké sur la machine utilisateur. Donc on ne peut que suggérer qu'il a été compromis de cette manière-là, au travers du ticket de service qui était chiffré en RC4. Parce que normalement, par défaut, si l'environnement est bien configuré, c'est de l'AES 128 ou 256. Et ça, avant d'être cassé, on peut se lever assez tôt. Donc c'est comme ça qu'on aurait fait l'enchaînement ici, en tout cas dans ce cas spécifique. Allez, bon, la dernière.
Moi, c'est pas vraiment une question technique, mais avec la solution Varonis, est-ce qu'il y a du coup une sorte de standard légal par rapport à la protection de la vie privée pour s'assurer de comment aussi sont utilisées les analyses comportementales en fait? La question, c'est vraiment comment la vie privée des utilisateurs est sauvegardée, entre guillemets. Ouais. D'un point de vue purement légal, normalement, sur un système d'information, si un utilisateur utilise son poste de travail professionnel, dans le cadre professionnel, il y a une charte informatique qui est mise en place qui dit que les activités, logiquement, mis à part, on n'a pas les emails par exemple de l'utilisateur, mais par contre l'interaction entre sa machine professionnelle sur un réseau professionnel, donc les filers professionnels par exemple, ça appartient à la société d'une certaine manière. Donc si la charte informatique dit et couvre ce cas d'usage-là, il y a, de notre côté, on n'a pas de... Il y a de la propriété privée, finalement, c'est pas nous, quoi. Merci Pierre-Antoine, je pense qu'on peut l'applaudir pour sa belle présentation. Je rappelle que Pierre-Antoine Failly est architecte sécurité chez Varonis. On peut peut-être vous retrouver quelque part sur le salon. Au stand Varonis, ouais. Alors B49, si je dis pas de bêtises.